Ils pensaient attaquer un cargo sans défense, mais cette fois-ci, c'était un destroyer de la marine américaine. Et les Houthis ont commis une grave erreur. Début avril 2025, après une nouvelle vague d'attaques de drones houthistes en mer Rouge, la marine américaine n'était plus en posture défensive. Au beau milieu de la mer Rouge, une nuée de drones entrants a illuminé les écrans radars comme un feu d'artifice du 4 juillet. Les rebelles houthistes avaient à frapper une fois de plus, faisant partie d'une série d'attaques de plus en plus audacieuses, semaine après semaine. Mais ce jour-là, ils avaient choisi la mauvaise cible. Le destroyer qu'ils avaient verrouillé n'était pas un navire ordinaire. Il était équipé d'une technologie qui ne se contente pas de se défendre, mais qui contre-attaque. En quelques secondes, les alarmes ont retenti, les systèmes de défense se sont activés et l'attaque houthiste s'est transformée en débris métalliques avant même d'atteindre sa cible. Et ce n'était que le début, car ce qui a suivi, c'était une réponse d'une telle puissance que toute la région en a été secouée. Mais que se passe-t-il réellement quand un groupe rebelle attaque par erreur un navire de guerre américain? La mer Rouge n'est plus simplement une route commerciale, c'est désormais une zone de guerre. Depuis la fin de 2023, les rebelles houthistes au Yémen ont lancé vague après vague d'attaques de drones et de missiles contre les navires circulant dans ces eaux. Ils prétendent agir en soutien à la Palestine, mais leurs cibles vont des cargos commerciaux aux destroyers de la marine américaine. À leurs yeux, toute entité liée à l'Occident est une cible légitime. Mais leurs tactiques sont désordonnées, imprévisibles et de plus en plus dangereuses. Et la marine américaine se retrouve en plein cœur du conflit. Parlons chiffres, plus de 40 attaques confirmées contre des navires en mer Rouge en seulement quelques mois. Des dizaines de drones kamikazes, des missiles de croisière anti-navires et même des missiles balistiques. Oui, de véritables missiles balistiques ont été lancés contre des cibles maritimes. Beaucoup ont été interceptés en plein vol. D'autres ont touché des navires civils. Plusieurs pétroliers ont dû être abandonnés ou déroutés. Des milliards de dollars de marchandises sont désormais contraints de contourner l'Afrique, ajoutant plusieurs semaines au délai de livraison. Mais tous les navires ne se sont pas enfuis. Certains ont riposté. Des navires comme l'USS Carney, l'USS Gravely et l'USS Laboon ont été chargés de la protection du trafic commercial maritime. Dans le cadre de l'opération Prosperity Guardian, les forces navales américaines ont été particulièrement actives. Le USS Carney, à lui seul, a abattu plus de 40 drones et missiles lors de multiples engagements. Ce ne sont pas des tirs de sommation, mais bien des interceptions de combat à part entière, menées avec des systèmes de haute technologie comme le système de combat Aegis, les missiles standards SM-2 et SM-6 et le CIWS Phalanx, ces canons Gatling à rotation rapide qui pulvérisent les drones en plein vol à raison de 4500 coups par minute. Oui, ces monstres-là. Mais une attaque en particulier a retenu l'attention. Une nuée de drones houthistes lancés depuis l'ouest du Yémen a survolé les eaux à toute vitesse. Cela ressemblait à une autre attaque contre un pétrolier vulnérable, mais le point radar qu'il suivait ne transportait pas de pétrole. C'était un destroyer de classe Harley-Burke. En quelques secondes, son radar s'est illuminé, traquant les cibles à des kilomètres à la ronde. Des ordres ont été criés, le pont s'est mis en action, et un à un, le ciel s'est embrasé alors que les missiles et les drones explosaient en plein vol. Les Houthis avaient là commis une erreur fatale. On ne prend pas ce genre de navire par surprise. Le système Aegis scanne l'horizon en permanence, dans les airs, en surface, sous l'eau. Il ne cligne jamais des yeux. Dès qu'une cible est identifiée comme hostile, il calcule la solution d'interception parfaite en une fraction de seconde. Ajoutez à cela les SM-6 capables d'abattre des missiles à une vitesse de Mach 3,5 et les CIWS qui transforment les menaces entrantes en confettis métalliques et vous obtenez une véritable forteresse flottante. Quelle que soit leur intention, une chose est certaine, ils ont transformé une voie commerciale mondiale en zone de tir à balles réelle. Et ils ont choisi le mauvais adversaire. Tout s'est déroulé très vite.
Trop vite pour que les Houthis réalisent qu'ils venaient de s'attaquer à un nid de frelons. La mer Rouge était déjà sous tension. Les destroyers américains menaient des missions d'interception 24 heures sur 24 et la surveillance par satellite avait détecté de nouveaux signes de lancement depuis l'ouest du Yémen, près d'Al-Hudaïda. Une salve de drones et au moins un missile anti-navire avaient été lancés. La cible prévue était probablement un navire commercial battant pavillon européen, mais à cause de mauvais renseignements, ou peut-être d'un simple coup de malchance, les Houthis avaient mis verrouiller un fantôme sur leurs écrans radars. Un fantôme qui s'est avéré être un destroyer de la marine américaine, entièrement armé, soyons clairs. Ce n'était pas un vieux navire de guerre rouillé, c'était un destroyer lance-missiles de classe Harley Burke, l'une des plateformes les plus létales de l'arsenal de la marine américaine. Svelte, silencieux, mais câblé pour semer le chaos absolu si on le provoque. Au départ, tout semblait calme. Le navire effectuait une mission d'escorte de routine. Rien d'inhabituel. Mais ensuite, l'équipe de guerre électronique a capté d'étranges échos radars. Quelques instants plus tard, le système de combat Aegis a automatiquement identifié plusieurs menaces entrantes. L'officier de quart l'a annoncé « Vampires en approche, multiples, cap 270 ». Vampire étant le jargon de la Navy pour désigner des missiles entrants. Les alarmes ont hurlé, les marins ont couru à leur poste de combat et en une fraction de seconde, le destroyer est passé d'un mode de routine à une posture de combat totale. Le système Aegis a fait ce pourquoi il a été conçu. Identifier, suivre, neutraliser. En quelques secondes, il a calculé les trajectoires de vol des drones et missiles entrants. Des missiles SM-2 ont rugi en sortant du système de lancement vertical. Depuis le pont, on aurait dit des éclairs fendant le ciel. Un drone a explosé en plein vol, projetant des fragments inoffensifs dans la mer. Un autre a suivi, puis un autre. Et encore un autre. Mais il continuait d'arriver. C'est alors que le CIWS, le système d'armes de proximité, est entré en action. Monté à l'avant et à l'arrière, ces canons Gatling automatisés tournent à 4500 coups par minute. Lorsqu'ils verrouillent une cible, on dirait une scie circulaire déchirant l'air. Un dernier drone a tenté une plongée de dernière minute. Disparu en un instant, pulvérisé en plein piqué. En 90 secondes, l'engagement était terminé. 0 impact. 0 dégâts. Domination totale. Les Houthis pensaient sans doute envoyer un message. Mais au lieu de cela, ils ont envoyé leur drone dans un broyeur numérique et, sans le savoir, ont donné à la marine américaine le feu vert pour riposter. Voilà le point important. Ce genre d'attaque ne sert pas seulement à tester les défenses. Elle teste aussi la détermination. Et cette fois, la réponse a été rapide. Quelques heures plus tard, les pilotes enfilaient leurs combinaisons. Les ponts d'envol étaient dégagés. La riposte n'était pas en préparation. Elle était déjà en marche. Mais avant d'y arriver, imaginez que vous êtes à bord de ce destroyer, regardant le ciel nocturne s'illuminer d'explosions à quelques centaines de mètres au-dessus de votre tête. Si vous étiez aux commandes, comment auriez-vous réagi? Représailles totale ou retenue stratégique? Faites-le nous savoir en commentaire. Il n'y a pas de mauvaise réponse, juste votre point de vue. Parce que dans ce jeu, chaque seconde compte. Et les Houthis viennent tout juste d'en manquer. Au moment où le dernier drone a touché l'eau, la décision était déjà prise. Les Houthis avaient de nouveau franchi une ligne rouge. Mais cette fois, ils n'avaient pas seulement perturbé le commerce mondial. Ils n'avaient pas seulement mis en danger des équipages civils. Non, cette fois, ils étaient allés tête à tête avec un navire de guerre américain. Et ils ont perdu. Et quand on tente de frapper la Navy américaine et qu'on rate sa cible, on ne reçoit pas un avertissement. On reçoit des avions de chasse. À CENTCOM, les ordres de représailles étaient déjà en cours. Les cibles avaient été identifiées, les coordonnées verrouillées et les pilotes briefés. En quelques heures, des chasseurs ont décollé d'un groupe aéronaval stationné en mer d'Arabie. Ils ne partaient à la pas en patrouille. C'était une riposte de précision. L'opération s'est concentrée sur un site de lancement contrôlé par les Houthis, près de la ville portuaire de Hoda, connue pour servir de base de lancement pour drones et missiles. En utilisant des FA-18 Super Hornets, des EA-18G Growler
et des drones MQ-9 pour LISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, les États-Unis ont coordonné une frappe en plusieurs phases avec un objectif clair, anéantir leur capacité à relancer une attaque. Phase 1. Guerre électronique. Les Growlers ont été les premiers à intervenir, brouillant les radars ennemis et les systèmes de communication. Le silence est mortel quand on dépend d'alertes précoces. Phase 2. Suppression des défenses aériennes. Des munitions guidées de précision, probablement des missiles AGM-88 ERM, ont détruit les radars et les systèmes SAM, missiles solaires identifiés. Cela a dégagé la voie pour la vague suivante. Phase 3. Le coup de massue. Les FA-18 ont plongé rapidement, à basse altitude, larguant un mélange de bombes guidées GBU-38 JDAM et de bombes laser sur les infrastructures fortifiées. Hangars à drones, dépôts, bunkers de commandement, une cible secondaire, une tour radar suspectée de coordonner les tirs de missiles Houthis le long de la côte ouest. Le ciel nocturne au-dessus du Yémen s'est illuminé au point d'être visible depuis des bateaux de pêche à des kilomètres au large. Pendant ce temps, des drones Reaper en vol ont tout filmé en temps réel, transmettant les images directement au commandant depuis les centres de contrôle à bord des navires et sur la terre ferme. Des explosions secondaires multiples ont été confirmées, ce qui signifie une chose. Ils ont frappé un dépôt de munitions. Les Houthis ont tenté de cacher leurs jouets, mais les renseignements étaient les solides, et les États-Unis ont veillé à ce qu'il n'y ait aucun prochain lancement, du moins pas depuis ces coordonnées. Encore plus impressionnant, aucun appareil n'a été touché. L'ensemble du groupe de frappe était entré et ressorti avant le lever du soleil. Les images satellites publiées 24 heures plus tard montraient des bâtiments calcinés, des bunkers effondrés et un message très clair à tous les acteurs hostiles qui observaient. On ne tire pas impunément sur la Navy américaine. Ce n'était pas la première frappe de représailles des États-Unis au Yémen, et ce ne sera pas la dernière. Mais le timing, la précision et la vitesse de celle-ci ont envoyé un signal au-delà des frontières du Yémen. De Téhéran à Moscou jusqu'à Pékin, tout le monde a pris des notes. Et soyons honnêtes, la marine américaine n'aime pas jouer sur la défensive indéfiniment. À un moment donné, la stratégie passe de l'interception à l'élimination. Et si les Houthis pensaient être intouchables derrière les côtes du Yémen, après cette nuit-là, ils dorment probablement un peu moins bien. Au lever du jour, la fumée s'élevait encore au-dessus de Hoda. Mais pour les Houthis, les dégâts réels n'étaient pas seulement physiques. Ils étaient psychologiques. Leur site de lancement était détruit. Leurs radars aveugles. Leur message réduit au silence. Ce qui devait être une frappe contre l'influence occidentale s'est transformé en un rappel brutal. La Navy américaine ne fait pas que patrouiller en mer Rouge. Elle en est propriétaire. Ces représailles précises suffisent-elles à empêcher de futures attaques? Ou faut-il quelque chose de plus fort? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que les États-Unis en font assez? Ou est-il temps de passer à l'offensive totale? Car voici la vérité inconfortable. La mer Rouge est désormais un banc d'essai, non seulement pour les missiles et les drones, mais aussi pour la volonté politique, l'influence régionale et la domination militaire. Et les Houthis ne sont pas les seuls à observer la réaction américaine. La Chine regarde, l'Iran regarde, la Russie regarde. Tous apprennent ce qu'il se passe quand quelqu'un franchit la ligne. Pour l'instant, le message est clair. Si vous visez un navire de guerre américain, priez pour le rater, car si vous ne le ratez pas, ce qui vient ensuite est inarrêtable. Ce n'était jamais qu'une histoire de drones, ou de missiles, ou même d'un seul navire. C'était une leçon. Celle de ce qui arrive quand on sous-estime la marine américaine. Sous-estime la marine américaine. Les Houthis ont tiré, ont raté, et en retour, ont perdu tout un pan de leur capacité de lancement. Ce n'est pas une simple riposte. C'est un message gravé dans le béton. Dès l'instant où leurs systèmes se sont verrouillés sur une mauvaise signature radar, le compte à rebours jusqu'à l'impact n'était plus entre leurs mains. Il appartenait aux États-Unis. En moins de 90 secondes, ils ont vu comment un seul destroyer peut anéantir une attaque entière en plein vol. Et en moins de 24 heures, ils ont vu comment la puissance aérienne de précision peut démonter toutes leurs machines de guerre, avant même le petit déjeuner.
Mais ce n'est pas fini. Ça ne l'est jamais vraiment. La mer Rouge restera instable. Les drones reviendront. Mais maintenant, les règles ont changé. Chaque futur lancement aura un coût élevé. Chaque éco-radar risque d'être tracé jusqu'à un bunker qui n'existera plus le lendemain matin. Et pour la marine américaine, une chose est claire. La prochaine fois, ils n'attendront pas d'être pris pour cible. Alors, quelle est la vraie leçon ici? On peut bluffer, se pavaner, mais si vous essayez de frapper le mauvais navire, un navire construit pour la guerre, avec des yeux sur chaque horizon et des armes qui ne ratent pas, alors vous feriez mieux d'être prêt pour ce qui vient après. Parce que ce qui vient ensuite, ce n'est pas un avertissement, c'est le feu. Et maintenant, on vous pose la question. Si vous étiez aux commandes de ce destroyer, auriez-vous retenu votre tir? Ou auriez-vous frappé encore plus fort? Dites-le nous dans les commentaires. On les lit tous. Et si cette histoire vous a paru intense, révélatrice ou juste folle, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Merci de votre écoute. Restez attentifs. Restez en sécurité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.